Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité François Routaï-Siré, médecin, ainsi que nos éditorialistes Lucien Pambou et Djemal Mohamed Taleb. Place au dossier du jour. Mutuelle pour tous, lutte contre la corruption, boom des services, développement des infrastructures. La relance économique du Rwanda est en marche avec une croissance moyenne autour de 8%. Le pays figure même dans le classement Doing Business en Afrique. Un reportage d'Olive Adjakotan, notre correspondant au Rwanda. Le Rwanda ambitionne devenir d'ici à 2020 un pays à revenu intermédiaire. Des réformes pour une compétitivité économique accrue afin de produire une croissance bénéfique à tous. C'est dans cette voie que se sont inscrites les autorités du Rwanda depuis ces dernières années. Et pour atteindre cet objectif, le pays est en constante réforme pour attirer les investisseurs étrangers comme locaux. Depuis 20 ans, le produit intérieur brut par habitant a été multiplié par 5. Parallèlement, ces dernières années, le taux de pauvreté a baissé d'environ 25% et les inégalités ont été réduites. L'Agence rwandaise de développement est un maillon essentiel dans la mise en place de mécanismes favorisant l'arrivée d'opérateurs économiques dans le pays. L'Agence rwandaise de développement est à l'avant-front des constantes réformes pour améliorer l'environnement des affaires, des constantes réformes dans lesquelles le Rwanda est entré depuis quelques années. Et en réalité, ce sont ces constantes réformes. Ça ne veut pas dire que l'Agence rwandaise de développement le fait seule, mais elle est à l'avant-garde. C'est un travail qui est fait par tout le gouvernement et c'est un travail qui arrive à se faire uniquement parce que le Rwanda est convaincu de la nécessité d'améliorer les conditions pour l'investissement, d'améliorer les conditions pour mettre en place, pour vraiment avoir des affaires florissantes dans le pays. Cette politique commence à donner ses fruits. De nombreux opérateurs économiques installés dans certains pays du continent sont de plus en plus séduits par le Rwanda. Ils trouvent propice le pays pour les opportunités qu'il offre, pour le climat des affaires et pour la rentabilité de leurs entreprises. C'est le cas de cet opérateur économique indien. Son entreprise de papeterie est implantée en Afrique depuis 2 décennies. Mais après avoir fait le tour de quelques pays africains, comme le Nigeria et le Kenya, il a décidé de s'installer au Rwanda il y a environ 5 ans. Notre entreprise est implantée en Afrique depuis 1995. Nous étions au Nigeria, en Ouganda, en Éthiopie et même au Kenya. Mais après ces différentes expériences dans plusieurs pays de l'Afrique, nous avons décidé d'investir au Rwanda. Car en Afrique de l'Est, nous pensons que c'est le pays qui offre les meilleures conditions aux investisseurs. Ici, la priorité pour l'accès aux emplois est donnée aux nationaux. L'entreprise embauche près de 100 personnes, majoritairement rwandaises. Certaines ayant fini leurs études et en attente d'un bon emploi se sont tournées vers cette alternative. D'autres venus à Kigali, dans la capitale du pays, pour un mieux-être, saisissent cette opportunité. Mon travail m'apporte à gagner de l'argent pour manger, de l'argent pour le logement, de l'argent pour aider mes petits frères et mes petites sœurs. Je suis en bonne santé avec mon travail. Grâce au bon salaire, ce travail m'aide à subvenir aux besoins de ma famille, car j'ai une femme et des enfants. Grâce à ces différents investissements, le Rwanda connaît des avancées notables dans le domaine économique. Le pays est la 3e économie la plus compétitive en Afrique subsaharienne, selon le rapport sur la compétitivité mondiale 2013-2014 du Forum économique mondial. Sa croissance moyenne tourne autour de 7%. Mais ce boom économique présente des signes de fragilité. 40% du budget annuel est financé par l'extérieur et la grande majorité de la population est toujours dans le domaine agricole. Il y a quand même des failles. On peut dire par exemple, en voyant comment l'économie est structurée où la majorité de la population est toujours dans l'agriculture, pour un pays qui a une haute densité de la population, il y a déjà un problème à ce niveau. Mais c'est là où les nouvelles orientations sont pour changer, diminuer la densité de la population qui est dans l'agriculture pour aller dans le secteur des services. Et là, ça serait une économie balancée. Les retombées de ces progrès économiques sont nombreuses pour les populations du pays. En 5 ans,
1 million de Rwandais sont sortis de la pauvreté. Plus de 80% de Rwandais ont une assurance santé. L'espérance de vie dans le pays a augmenté de 20 ans en une décennie. La mortalité infantile a été considérablement réduite. La scolarisation au niveau de l'enseignement primaire connaît un taux de près de 97%. Mais on est conscient qu'il reste du chemin à faire pour satisfaire toutes les couches sociales. Au courant des 6 dernières années, 10% de notre population est sortie du seuil de pauvreté. Donc c'est un processus inclusif. Et cela ne se fait pas, c'est un choix. C'est également un choix politique. C'est que dans le choix politique qui est fait, toutes ces réformes que nous faisons, nous ne le faisons pas pour le plaisir des réformes. C'est pour, bien sûr, attirer des investissements. C'est pour pouvoir attirer des emplois viables, des emplois qui sont des emplois qualifiés. Le pays a défini en 2010 un programme de développement visant à transformer son modèle d'économie, passant de l'agriculture au service. Et pour rester dans cette dynamique, les autorités ont mis en place un système novateur. Priorité est donnée au secteur des nouvelles technologies. Relance du secteur financier avec un objectif, favoriser l'accès au crédit aux entrepreneurs locaux. Une initiative qui est aussi une alternative à la problématique de l'emploi des jeunes. Il faut que le secteur financier double d'efforts. Parce que, comme on dit, c'est facile de dire de créer les emplois. Mais ce n'est pas évident qu'on peut trouver le capital pour créer des emplois. Donc il faut que le secteur financier soit capable de faciliter l'accès au capital pour les nouveaux entrepreneurs. La vision 2020 au Rwanda prévoit l'émergence du pays à l'horizon 2020. De nombreux partenariats avec certaines institutions financières, comme la Banque africaine de développement, sont tissés pour mener à terme plusieurs projets importants dans ce sens. À 6 ans de cette échéance, le pays connaît certes des progrès, mais beaucoup reste à faire pour voir ce rêve devenir une réalité. François Routaï-Siri, quels sont les points qui ont attiré votre attention dans ce reportage? D'abord, je dois avouer que c'est difficile de parler de tant de sujets en si peu de temps. C'est difficile de parler des résultats que le Rwanda a atteints en 20 ans, en si peu de temps. Je trouve que ça a été assez bien développé, assez couvert, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. Deux images. 1994, nous nous souvenons tous des images terribles qu'il y avait sur le Rwanda. 2014, la Banque africaine de développement vient de tenir sa 50e réunion annuelle au Rwanda. Il y avait 3500 personnes, des hommes d'affaires, des cadres politiques, dont des présidents africains, des techniciens de haut vol. Et ces 3500 personnes, il a fallu les loger, il a fallu organiser les réunions. Et il a fallu tout s'est très bien passé. Le Rwanda, c'est ça. En l'espace de 20 ans, il y a eu ces deux images, il y a ces deux images qu'on peut donner. Le Rwanda a refusé, tout en se souvenant toujours de ce qui s'est passé, mais le Rwanda a refusé de se laisser happer par ça. Et il veut aller de l'avant. Et il y va de l'avant dans beaucoup de domaines, dans tous les domaines. Et même là où il y a encore des efforts à faire, il y en a beaucoup sûrement, il y a une vision de ce qu'il reste à faire. Il y a des étapes qu'il faut franchir et il les franchit petit à petit. Lucien, comment le Rwanda a-t-il réussi ce tournant? Notre invité l'a souligné, c'est un pays qui vient de loin, mais qui s'en sort. Oui, Sandra, je voudrais reprendre les remarques d'usage de notre invité, à savoir qu'il faut être dans une observation participante pour pouvoir parler sur le long terme d'un pays qui a fait des efforts importants. Mais tout de même, il y a des rapports, il y a des dîners. Il y a un dîner qui a eu sur l'Afrique mardi 27, organisé par le doyen des ambassadeurs africains en France, qui faisait écho au rapport économique des Nations Unies de 2014 sur l'Afrique, qui mettait en évidence des pays qui ont réussi, des pays enclavés, et dont le Rwanda. Le modèle économique du Rwanda, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports et les responsables rwandais qui le disent, ont vocation à servir d'exemple, effectivement, en Afrique. Ce modèle, en effet, c'est un modèle économique qui est parti d'un principe assez simple, le principe d'une vision, la vision d'un homme, M. Kagame, quand il arrive. Bon, bien sûr, il gagne
après le génocide, il est élu en 2000. Donc, il y a là la vision 2020 qui est mise en place. Et dans cette vision 2020, il y a un modèle de politique économique qui est fondé sur quoi? Sur 3 aspects assez importants. Premier aspect, comment, en effet, faire repartir la croissance économique dans ce pays-là. Apparemment, quand on regarde sur la base d'études et d'observations, cela semble être réussi. Quand on compare à d'autres pays comme l'Ouganda, le Kenya, mais on voit que sur la période 2011-2013, effectivement, le taux de croissance est de l'ordre de 7%, déjà, alors que la vision 2020 donc tablait sur une croissance de 8%. Donc on est quasiment à l'heure et quasiment en avance sur la feuille de route. Quand on regarde le taux d'inflation, on s'aperçoit que des pays comme l'Ouganda est à 28, le Kenya à 17, et donc on note aussi que là il y a des efforts. Mais les autres efforts sont liés à quoi? À un homme aussi, et à sa vision. Alors on peut critiquer M. Kagame, bien sûr, je l'ai dit hier déjà, mais l'autorité en Afrique est nécessaire pour bâtir le développement. La démocratie, peut-être, pourquoi pas, c'est un autre débat. Mais quand on regarde en effet, il y a un cap qui a été fixé, premièrement, sur la politique économique, sur la façon de construire les entreprises, d'enregistrer les entreprises, sur la politique monétaire, sur la politique budgétaire, sur cette gouvernance que j'appellerais utile avec le Rwanda Development Board, c'est ça, la gouvernance utile. Donc il y a une vision. Bon, mais il y a malgré tout, néanmoins, et le reportage le dit, un certain nombre de contraintes qui sont liées à son enclavement. On va y revenir, Lucien, sur ce point. Poursuivons avec Djemal. Quel est votre regard sur cette vision du président Paul Kagame? Démocratie, peut-être non, Lucien. Démocratie, absolument. Mais je pense, moi, qu'il n'y a pas de développement sans démocratie. Mais je fais partie de ceux qui pensent que le Rwanda est une démocratie et que c'est une jeune démocratie qui se construit. Je pense que le président Kagame n'est pas un dictateur. Il construit un pays tellement pas assoiffé du pouvoir qu'il n'en a même pas voulu au départ. Donc je pense que Paul Kagame, de ce point de vue-là, le construit. Moi, j'avais autour de 20 ans en 1994. Et je regardais le Rwanda dans ma Mauritanie natale, dans des conditions atroces. Ce génocide-là me remarquera toute ma vie. Toute ma vie. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé au Rwanda. Et nous sommes beaucoup à penser aujourd'hui que quand vous parlez du Rwanda, vous ne pouvez pas oublier le génocide. On ne peut pas oublier le génocide, ça n'est pas possible. Mais à côté du génocide, nous accolons désormais le développement économique. Nous accolons désormais une ville agréable, Kigali. Nous accolons désormais une équipe de gens compétents, sérieux, qui sont soucieux du développement de notre pays. Qui aujourd'hui en Afrique est capable de donner un palmarès comme ça? Baisse de la pauvreté de 20%. Partage du fruit de la croissance. Croissance à 8%. Dans un pays où finalement il n'y a pas tellement de richesses naturelles. Il n'y a pas tellement de pétrole, enfin il n'y en a même pas. Il n'y a pas de grandes mines qui sont exploitées, qui donnent des fortunes colossales. Même pas. C'est un pays qui a le fruit du travail de ses hommes. Et de ce point de vue-là, forcément, nous ne pouvons qu'être fiers de ce que fait le Rwanda. Tout n'est pas parfait. Et évidemment que tout ne peut pas être parfait. Et qu'en 20 ans, vous n'êtes pas capable de développer le pays, en tout cas de le faire arriver au résultat auquel il est arrivé aujourd'hui. Il y a encore des choses à faire, c'est évident. On l'a souligné, le reportage le dit admirablement bien. 40% du budget du pays proviennent encore de l'aide extérieure. L'agriculture, en dépit des efforts réels qui ont été faits, continue à être le poumon économique du pays. C'est de mon point de vue une bonne chose, il faut la diversifier. Et il faut diversifier aussi les autres secteurs de l'économie. Mais quand je vois que c'est la troisième attractivité africaine, je me dis, si dans les 20 prochaines années on fait une émission, je pense que le taux de croissance ne sera pas à 8 mais à 16. On voit quand même qu'il y a un fossé entre le milieu urbain et rural au Rwanda. Quels sont les moyens mis en œuvre justement pour réduire cette différence? D'abord, je dirais que le Rwanda n'est pas le seul pays au monde où il y a une différence entre le milieu urbain et le milieu rural. Si vous prenez les pays africains, même les pays occidentaux qui sont développés depuis de longues années. Bon, mais là, peut-être n'est pas le sujet principal. Ce qui fait le pays, c'est ça. C'est que qu'est-ce qui fait qu'une ville est plus développée que la campagne, par exemple? C'est qu'il y a l'infrastructure. L'infrastructure est plus développée dans Kigali que dans les villes secondaires, que dans le milieu rural. Mais qu'est-ce que fait le pays? Il développe les infrastructures au niveau, par exemple, des routes. Il développe les infrastructures au niveau des hôpitaux, au niveau des écoles. Si vous saviez, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a une diversification au niveau des écoles
technique commerciale qu'au lieu de les construire uniquement dans Kigali, ils les construisent dans différentes provinces du pays. Cela fait qu'il y a une attractivité qui se fait autour de ces pôles-là et le pays fait tout pour tout même, y compris même au niveau des banques. Il y a dans tous les districts, il y a des agences, des banques commerciales de la Banque nationale du Rwanda, des IMF, là, comment on a dit ça. Bon, ça me passe, mais disons, il y a une volonté de décentraliser au niveau des provinces, des différentes provinces du pays. Donc c'est ce que fait le pays et il le fait avec les moyens qui sont les siens et il y arrive admirablement. Vous êtes médecin, quelles améliorations avez-vous notées au niveau de la santé, notamment sur place? Au niveau de la santé, le fait déjà. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, quand le Rwanda a introduit la sécurité sociale pour tout le monde, beaucoup de gens n'en voulaient pas. Mais il y avait des pères de famille qui disaient, mais moi, la trentaine, la quarantaine, moi, je ne suis pas malade. Quand je serai malade, ben, écoutez, j'irai payer mes soins. Je ne vois pas pourquoi je vais payer la mutuelle alors que je ne suis pas malade. Le gouvernement a insisté, il a tout fait, moyen de convaincre les gens. Finalement, les gens finissent par accepter cette chose-là. Eh bien, aujourd'hui, plus personne qui a goûté, entre guillemets, comme ça, aux mutuelles, ne peut vous dire, maintenant, je ne veux plus cotiser à ma mutuelle, je vais payer quand je serai malade. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand un père a son enfant qui est malade, le palu, que vous connaissez tous, dont vous connaissez tous les dégâts en Afrique, maintenant, le palu a chuté de façon, comme ils disent chez les anglo-saxons, dramatique au pays. Ce n'est pas dramatique parce que c'est plutôt de façon qui intéresse tout le monde. Aujourd'hui, la mortalité infantile a été divisée par 3. Les mères de famille, les mères qui accouchaient, qui mouraient pendant les grossesses, aujourd'hui, les grossesses sont suivies. Et je vais peut-être un tout petit peu, permettez-moi une minute pour vous dire quelque chose des gens à qui je voudrais vraiment rendre hommage. C'est ce qu'on appelle les travailleurs de santé communautaire. C'est des personnes qui sont au niveau le plus bas de l'administration, des bénévoles, et qui connaissent toutes les familles, et dès qu'un enfant est malade, vont penser à dire aux parents qui seraient négligents, allez au dispensaire le plus proche, allez à l'hôpital le plus proche. Dès qu'une femme est enceinte, on lui dit non, vous êtes enceinte, la grossesse doit être suivie. Ça, c'est énorme. Avec ça, on arrive à ce que la santé de la population s'améliore et s'améliorer au Rwanda aujourd'hui. Est-ce que pour vous, cette réussite dépend d'un seul homme, le président Paul Kagame? Parce qu'on voit que d'autres pays n'arrivent pas à faire autant de choses que le Rwanda. Non, un seul homme ne peut pas faire tout ça dans aucun pays du monde. Mais il est évident qu'il impulse. Il impulse, s'il n'était pas là, un autre peut-être n'aurait pas fait. La preuve, c'est qu'il y a d'autres pays où il n'arrive pas à le faire. Il impulse cette volonté-là, mais comme il dit toujours, tous les prix qu'il a reçus, il les a dit, je les ai reçus, disait, je les ai reçus, je les reçois, mais je les reçois au nom de mon peuple. Je sais qu'il a fait beaucoup, c'est lui qui a travaillé. Mais il impulse, il sait comment comment la société est organisée, les ministères, différents ministères, ce qu'ils ont à faire. Il y a quelque chose qu'on appelle Imihigo. Imihigo, ça fait partie du processus, on en parlera peut-être tout à l'heure. Le Rwanda s'est dit, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Il ne faut pas qu'on aille copier des formules qui viennent d'ailleurs. Pour venir les appliquer tout simplement au Rwanda, et ils ne vont peut-être pas marcher. Donc, elle fait toujours référence et dit, dans notre passé, qu'est-ce qui pouvait marcher, comment pouvait-on régler tel problème. On a vu ça dans le processus Gachacha dont vous avez tous entendu parler, c'était quelque chose entendu. Il y a quelque chose qu'on appelle Imihigo, c'est-à-dire on peut le traduire par performance. Tout fonctionnaire de l'État, par exemple tout maire, doit tous les ans dire voilà ce que je prévois de faire avec mes administrés. Bien sûr, j'en discute avec eux. Et à la fin de l'année, il y a une réunion qui se tient. Des réunions qui sont à l'échelle du pays pour tous ces maires-là, par exemple. La démocratie dont vous parliez tout à l'heure, la démocratie, c'est ça aussi la démocratie. Et c'est ouvert, c'est public, ça passe à la radio, ça passe à la télé. Et ils disent voilà, et on les juge. On dit voilà, vous avez pu, d'après ce que nous voyons, il y a une équipe qui est chargée de ça, vous avez pu atteindre 80% de vos objectifs. Vous avez pu atteindre 90%. Et malheur aux maires, par exemple, qui
d'une année sur l'autre, quand ils échouent une année, on leur dit, bah, écoutez, vous avez droit à une deuxième année. Mais si d'une année sur l'autre, une année, deuxième année, troisième année, quatrième année, vous échouez, là, la sentence est impitoyable. On dit, voilà, vous n'avez plus votre place là, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour venir vous remplacer. Et c'est comme ça que ça se fait. Et ça a été impulsé, bien sûr, par le chef de l'État, mais en même temps, il y a des cadres, et d'en haut jusqu'à tout en bas. Voilà. Lucien, est-ce que pour vous, le Rwanda est le pays à l'Est qui représente le meilleur climat des affaires? On a vu dans le reportage un investisseur qui a parcouru plusieurs pays avant de s'installer à Kigali. Sandra, avant de vous répondre, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit notre invité sur effectivement cette démocratie locale. C'est vrai que quand on parle de ce que j'ai dit, l'hypothèse universitaire, pour démontrer qu'il n'y avait pas de démocratie, vous avez un certain nombre d'opposants qui disent, en effet, faut-il les croire, que le président Kagame règne en maître absolu, qu'un certain nombre d'opposants sont assassinés et que le débat interne n'est pas réellement fait. Bon, ça c'est une hypothèse. Et puis vous avez effectivement l'autre hypothèse universitaire qui consiste à dire qu'il y a de la démocratie et que sur cette base-là, que effectivement les résultats macroéconomiques, les performances et les indicateurs macroéconomiques donnent effectivement à voir du Rwanda un pays qui réussit. En effet, quand on regarde le rapport Doing Business, effectivement, on voit très bien que dans l'échelle des grands pays ou des pays qui réussissent, le Rwanda a fait effectivement des bonds relativement importants, passer de la 52e place à la 32e place. C'est une performance sur 189 ou 185, ça dépend combien de pays on retient, c'est une performance absolument importante. C'est vrai que quand on lit les rapports, bon maintenant, comme je disais, il faut faire de l'observation participante, comme disent les sociologues, être dans le pays, mener des études in situ pour regarder, bien entendu, puisqu'on lutte aussi contre la corruption. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque part, effectivement, dans ce climat des affaires, qui est absolument important, puisqu'on peut créer rapidement son entreprise, on peut rapidement avoir accès au guichet administratif, voilà, en 3 jours, on peut rapidement s'installer. C'est une volonté d'un homme, c'est vrai, je le dis, même s'il est présenté par d'autres comme quelqu'un d'assez autoritaire. Moi, je pense qu'en Afrique, il faut de l'autorité, parce que vous avez raison, monsieur, de le dire, il n'y a pas beaucoup de Kagame, en effet, en Afrique, après ce qui s'est passé, après ce génocide. On aurait pu attendre, si vous voulez, à des revanches ethniques, ce qui n'est pas arrivé. Même si le génocide est encore dans les mémoires, il faut pardonner, mais on n'oublie pas. Voilà un homme qui a su, au nom de ce que vous appelez le Midi-Gauche, je crois, la performance économique, la productivité, mettre son peuple en ordre de marche. Voilà, en effet, ce que l'on attend. Lucien. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Empêcher le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, de briguer un nouveau mandat en 2015. C'est l'objectif de l'opposition qui a appelé à un rassemblement ce samedi 31 mai au stade du 4 août de Ouagadougou. Plus de 35 000 personnes sont attendues. Et puis le Front populaire ivoirien, parti de l'opposition en Côte d'Ivoire, accuse le président Alassane Ouattara de se servir du dernier recensement afin de renforcer ses chances de réélection. Des attaques réfutées par les autorités qui soulignent une nécessité pour la mise en place des projets de développement. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.